Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, il se nomme iPhone 10, Galaxy Note 8 ou Huawei Mate 10. Ces superphones sont la version évoluée de l'objet qui a changé nos vies depuis 2007. Retour sur une décennie de smartphones et perspectives pour les 10 ans à venir. Et dans Test24, Guillaume Gralet du magazine Le Point nous présente Cosmo, un robot aux faux airs de dessin animé, mais aussi une machine dopée à l'intelligence artificielle. Attention, moment mignonnerie, c'est à suivre. Mais d'abord, c'est une première. Plusieurs pays européens ont donné leur accord à une taxation pays par pays de Google, Apple, Facebook et Amazon, basée sur leur chiffre d'affaires. Des GAFA mis au pied du mur fiscal par la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie notamment, et qui permettrait de régler un vieux serpent de mer, celui de l'harmonisation fiscale européenne. Concrètement, est-ce que ça peut vraiment changer la donne, Guillaume Gralet ? Alors ça changera la donne, Marjorie, à deux conditions. D'abord que tout le monde se mette d'accord, et on verra si c'est le cas le 29 septembre, à l'occasion du sommet de Tallinn, où il y aura les 28 pays européens qui seront représentés. Et puis surtout à la condition que les poursuites aillent très vite. Parce qu'on le sait dans la technologie, une vérité un jour n'est plus la même le lendemain. Et c'est souvent comme ça que se défendent les géants de l'Internet. Alors il y a eu un eurodéputé qui s'appelle Paul Tang, qui a chiffré le manque à gagner. Si on s'intéresse uniquement à Google et Facebook entre 2013 et 2015, eh bien le manque à gagner pour l'Europe est selon lui de 5,4 milliards d'euros. Donc on voit que la bataille mérite d'être disputée. Et en fait, l'argument principal de ces Européens, c'est de dire qu'il faut taxer le bénéfice généré et pas uniquement le chiffre d'affaires déclaré. Oui, parce que derrière tout ça se joue une grande bataille, celle de la souveraineté numérique. Alors, il y a la réponse fiscale, mais il y a aussi un autre type de réponse, la réponse industrielle. Comment faire pour faire croître les talents capables de rivaliser avec les GAFA ? Alors, il y a plusieurs conditions qui vont sans doute être réunies, mais on espère le plus vite possible. D'abord, créer un marché unique numérique qui donne les mêmes règles, notamment en termes de TVA, dans tous les pays de l'Europe. Il faut savoir que le marché européen, il est très grand. C'est 1,5 fois le marché américain. Donc, les startups européennes peuvent vraiment s'épanouir. Ces startups européennes, elles pourraient gagner d'un Small Business Act européen. C'est un argument que défend Eric Léandri, qui est le dirigeant de Quant. Vous savez, Quant, le moteur de recherche né en France, qui défend la vie privée et qui farouchement même. Voilà, farouchement à travers beaucoup de clips en ce moment, et puis qui n'arrête pas de s'étendre. Il a implanté une antenne en Allemagne, une antenne en Italie, et il a même bénéficié du soutien de la Banque européenne d'investissement. Et là, on touche au dernier ingrédient pour que la recette fonctionne bien, c'est avoir des fonds européens qui accompagnent des talents. Alors les talents, il y en a beaucoup. Il y a DeepL, c'est un traducteur allemand trop peu connu avec une super technologie, ou encore Dataiku, un spécialiste parisien du machine learning qui lui aussi veut conquérir le monde. Investissez, messieurs, dames. Allez, il y a 10 ans naissait le smartphone. Une révolution lancée par Steve Jobs qui a radicalement changé nos vies. Swiper un écran, être addict aux applications, consulter son téléphone intelligent le plus souvent possible. De quoi faire de nous de véritables homo numericus. Seul bémol, 44% des habitants de la planète ont les moyens de s'en offrir un. Retour sur une décennie plus smart que jamais avec nos confrères de France 2. En quelques années, le smartphone s'est imposé dans nos vies. Aujourd'hui, 65% des Français en possèdent un. La révolution a eu lieu en 2007 avec cette présentation de Steve Jobs, le patron d'Apple, lançant l'iPhone. Voilà ce qu'on va faire. On va se débarrasser de tous ces boutons et faire un écran géant. 10 ans plus tard, le smartphone a remplacé ou supplanté de nombreux objets de notre quotidien, comme les livres, la télé, les jeux, la musique, l'agenda, l'ordinateur, la lampe de poche, le réveil, la radio et la montre. Ça se traduit dans les habitudes de consommation. Les Français achètent moins d'appareils photo, moins de GPS également. Il révolutionne certains secteurs comme le jeu vidéo. En 2013, les joueurs utilisaient d'abord les consoles et les ordinateurs. En 2016, la tendance s'est inversée. Ils jouent plus sur smartphone que sur les autres écrans. Le smartphone a permis l'émergence de milliers d'applications et surtout les réseaux sociaux qui permettent de communiquer tout le temps et partout. Mais en a-t-on réellement besoin ? Très souvent, on allume l'appareil sans savoir ce qu'on va
ce qu'on va faire réellement. Et c'est au vu des applications, il y a des messages, il y a des alertes que l'on va faire son choix. Le smartphone provoque-t-il des changements de comportement? Y a-t-il un risque de dépendance? Pour le savoir, des scientifiques ont observé le fonctionnement de notre cerveau et voilà leur découverte. Il y a des mécanismes dans le cerveau qui font qu'il va s'habituer à des distractions, à une accumulation de distractions. Et lorsqu'il va se retrouver tout d'un coup dans une situation où il y a moins de distractions, il va naturellement se mettre en recherche de nouveautés, de sollicitations, aller chercher le téléphone dans la poche, regarder autour de lui pour se distraire lui-même. Donc effectivement, il va y avoir de plus en plus une difficulté à stabiliser sa concentration. L'autre risque pointé par les scientifiques, privilégier une vision à travers un écran plutôt que la réalité. Un risque de plus en plus réel, les Français s'en servent en moyenne 26 fois par jour. Le smartphone, un outil révolutionnaire, à condition qu'il reste un outil. Alors comment les smartphones vont-ils évoluer dans les 10 prochaines années à venir? On va plus loin, toujours avec vous Guillaume évidemment. Une des grandes annonces d'Apple, qui rejoint d'ailleurs les derniers mouvements de Samsung, c'est l'utilisation massive de la reconnaissance faciale. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, alors la reconnaissance faciale, vous avez raison, c'était une des grosses annonces en même temps que la réalité augmentée sur ce nouveau modèle de téléphone. Alors c'est une reconnaissance faciale qui va utiliser deux technologies très intéressantes qui sont un petit peu nichées sur un capteur qu'on voit sur le bord de l'écran de l'iPhone 10. C'est une technologie qui s'appelle True Depth, en fait un capteur infrarouge qui va être aidé d'un projecteur. Ce projecteur, il va analyser en permanence 30 000 points de votre visage et il promet, selon Apple, de reconnaître chacune des personnes. Alors il y a deux petits écueils. C'est d'abord, il faut absolument que cette reconnaissance faciale ne se trompe pas parce qu'elle va pouvoir servir à payer. Et puis, il y a également la crainte sur la vie privée, en fait, l'atteinte à la vie privée. Et c'est ce qu'a souligné un sénateur démocrate le lendemain de la conférence d'Apple qui s'appelle Al Franken et qui a publié une lettre ouverte à Tim Cook. Allez, on se projette un peu plus loin, en 2030 cette fois-ci, où de plus en plus de scientifiques pensent que notre cerveau pourrait devenir le prochain écran tactile. Oui, parce qu'en fait, la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui remplacera un jour le smartphone? Et certaines personnes pensent que notre cerveau pourra communiquer d'abord avec des écrans, ensuite avec d'autres cerveaux. Alors, ça peut paraître un peu loufoque, mais en février dernier, eh bien, l'université de Stanford a montré qu'un paraplégique était capable de prononcer uniquement avec une électrode implantée dans son cerveau 39 caractères, c'est l'équivalent de 8 mots, et c'est extrêmement prometteur. Alors ça attire un peu les tycoons un petit peu fous qu'on connaît de la Silicon Valley. C'est le cas par exemple de Brian Johnson, qui a déjà vendu plusieurs entreprises, notamment Braintree, et qui investit 100 millions de dollars dans une entreprise qui s'appelle Kernel, où là également, il va installer un processeur dans notre cerveau. Et le plus fou d'entre tous, eh bien, il s'appelle Ray Kurzweil, on en a déjà parlé ici, et lui, il dit qu'en 2030, c'est quand même assez proche, eh bien, notre cerveau sera truffé de nanorobots qui enverront des informations à un Internet mondial, et là, les cerveaux parleront entre eux. Plus que 13 ans pour être dans votre cerveau, ça me fait plaisir, Guillaume. Allez, on va maintenant aller encore plus loin, puisque dans le même temps, les anciens géants des smartphones, eux, investissent dans l'holoportation, science-fiction ou future réalité des communications. Oui, alors là aussi, on est un petit peu dans la science-fiction, mais c'est assez intéressant de voir que Niklas Zennström, vous savez, le co-créateur de Skype, également Eve Williams, qui lui a co-créé Twitter, et puis Tencent, le géant chinois qui est la maison mère de WeChat, eh bien, ils investissent tous dans une entreprise allemande qui s'appelle Lilium Technology. Lilium Technology, c'est une voiture volante. Ils expliquent que ces voitures volantes vont nous permettre de nous rencontrer et même de mieux communiquer. Waouh, formidable. Allez, et tout de suite, séquence Robolove dans Test 24. Il est petit, intelligent et doté d'une bonne dose de mauvaise foi. Non, ce n'est pas Guillaume Gralet, c'est Cosmo. Attention, ne vous fiez pas à son côté dessin animé. Ce petit robot est en réalité extrêmement complexe et évolué. Il y a une partie d'abord robotique, programmation, et puis une partie intelligence artificielle. Chaque Cosmo est constitué pas moins de 300 pièces différentes. Mais Guillaume, à quoi sert-il ? Pas grand-chose, mais on s'y attache et c'est ça un petit peu la magie de ce petit robot qui effectivement a 300 pièces détachées, mais surtout il a fallu 1,2 million de lignes de code. C'est souvent du Python, c'est du C, du Java pour mettre au point ce petit robot qui effectivement va vous reconnaître. Alors je vais surtout s'intéresser un petit peu à ce qu'il peut faire. Il y a un mode exploration donc, que je viens d'activer et en fait vous allez vous mettre dans la peau d'un robot, c'est-à-dire que vous allez non seulement pouvoir le bouger, alors là c'est pas très original, c'est un petit peu comme une voiture télécommandée, mais vous allez surtout voir ce que lui voit. Ouais. Voilà.
C'est-à-dire qu'il s'intéresse à des petits cubes qu'il va pouvoir transporter, avec lesquels il va pouvoir jouer, autour de la musique. Par exemple, il y a eu 48 minutes de musique qui ont été composées. Et puis là, Marjorie, eh bien, il a la chance de vous rencontrer. Et là, il voit que vous êtes un humain. C'est bien, voilà. Ce n'est pas faux. Et voilà. Et en fait, il a envie d'interagir avec vous et il va vous reconnaître. Alors, il y a d'autres choses intéressantes en dehors des premières rencontres qui sont assez amusantes. C'est notamment le fait de pouvoir coder. Donc, on voit que le robot a été conçu pour des enfants de 5 ans à peu près. Et on est toujours dans la même problématique qu'on a vue ici avec Marty, c'est où l'enfant redevient un petit peu maître de ce robot, de ce petit automate, notamment à travers cette interface qui est assez intuitive. C'est-à-dire qu'avec ces petites icônes, on reconstruit une suite en fait algorithmique, une suite de programmation, et il peut exécuter les mouvements, les émotions qu'on lui demande de faire, comme celui-ci par exemple. Voilà, là je lui ai demandé d'avoir un coup de cœur, de réfléchir, d'éternuer. Alors j'active ensuite cette petite suite logique que je peux répéter à l'infini. On va juste attendre qu'il éternue, parce que ça c'est assez rigolo. Voilà. Ça y est, il a éternué, je crois qu'on peut le dire. Voilà. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous vendre, c'est pas un peu Skynet dans le corps de Wall-E quand même ? C'est un petit peu ça, et c'est pas une utilité essentielle pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les enfants vont jouer. Il y a des petits jeux d'adresse, on peut effectivement écrire, lui faire dire des choses. Et puis, il y a quand même quelque chose que je trouve très intéressant chez Monsieur Softman, qui a inventé ce robot, c'est qu'il veut s'adresser aux autistes de tous les pays. Il y a plusieurs projets en développement, et son père en robotique, il vient de Carnegie Mellon, c'est Herbert Simon. Ça intéressera beaucoup les fans de robotique. Et on en reparlera évidemment très bientôt dans Tech 24. Merci infiniment à vous, Guillaume. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech 24 et on se dit à très vite en plateau, forcément avec Cosmo.